Canyon. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette vidéo, cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler d'un film, d'un très beau film, qui pour moi brasse quelques thématiques assez importantes et surtout qui pose pas mal de questions sur le cinéma, sur les images manquantes, sur les archives. Et aujourd'hui, on va discuter de tout cela avec Callisto McNulty. Je suis très content que vous ayez accepté cette interview. Bonjour Callisto, comment allez-vous? Ça va bien, merci à vous de m'inviter. Bon, alors ce film, c'est qui? C'est quoi? C'est Delphine et Carole Insoumise. Ça pourrait être le titre d'un film de Jacques Rivette, mais c'est autre chose, c'est différent. Delphine, c'est Delphine Seyrig, grande actrice, grande comédienne, intemporelle. Et Carole, c'est Carole Roussopoulos, qui est aussi une très très grande cinéaste, importante, fondamentale, sur le questionnement de l'image, sur la société, sur ce que c'est que filmer l'équité, les rapports sur le cinéma, sur les hommes, sur les femmes, sur plein de choses. Et vous allez voir, c'est assez passionnant. Ce film, Insoumise, est disponible actuellement. Il date de 2019. Il a voyagé un petit peu, et dont en Algérie d'ailleurs. Et ce film est disponible sur Arte TV jusqu'au 10 juin de cette année, donc 10 juin 2021. Un lien dans le descriptif de cette page renvoie à ce film, donc vous pourrez le voir tranquillement. Et la première question que j'aurais voulu vous poser, je fais exprès de ne pas parler du synopsis, vous allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas, c'est un documentaire très particulier et très atypique. La première question que je voudrais vous poser, c'est une question qu'on devrait peut-être poser à la fin, mais moi, ça m'intéresse de savoir, quand on fait un film de ce genre, avec des images qui ont une proximité très forte avec vous, euh, comment on sort de ce projet-là, moralement, cinématographiquement aussi, et aussi au niveau des recherches que vous effectuez de votre côté sur l'image. Comment on en sort de ça? On en sort et on n'en sort pas tout à fait, parce qu'en fait, donc le film est sorti, il est terminé en 2018, fin 2018. Il a commencé, je pense qu'il y a une première coupure qui se fait quand même quand le film sort en festival, mais il est terminé. Il y a un public qui le reçoit, donc d'une certaine manière, c'est plus que son film, c'est aussi un objet qui est partagé. Mais bon, comme je continue de l'accompagner, même d'en parler avec vous aujourd'hui, finalement, c'est quand même un film qui continue vraiment de m'accompagner. Et c'est une chance aussi, parce que ça veut dire qu'il voyage beaucoup. Évidemment, le fait que ce soit des images à la fois historiques mais personnelles, puisque Carole Roussopoulos était donc ma grand-mère, ça fait que, oui, ça, je pense que c'est un autre rapport, c'est un film assez particulier. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est pas... j'ai pas voulu le réaliser en tant que petite fille de Carole Roussopoulos. C'est-à-dire que mon regard de réalisatrice, le fait que je suis sa petite fille n'est pas mis en scène dans le film. C'est un film réalisé uniquement à partir d'images d'archives qui retracent donc la rencontre féministe entre Delphine et Carole. Et j'avais pas du tout envie de raconter cette histoire à la première personne. Donc c'est vrai que je voulais qu'on les entende au mieux, quoi. Mmh. Donc à la fois, c'est un projet qui est personnel et qui fait qu'on n'en sort jamais tout à fait, mais en même temps, ce film, il est bien terminé, quoi. Je sens que maintenant, je passe à d'autres projets, que j'accompagne toujours la mémoire de ma grand-mère aussi en faisant des événements, des programmations. C'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me plaît. Mais voilà, je travaille sur d'autres films aussi. Oui, bien sûr, je comprends. Et donc, c'est un film qui parle d'une certaine période qui est la fin des années 60 et puis les années 70. C'est un film qui est un peu un film de transition qui montre un peu ce qui avait été dit et ce qui avait été filmé. Et on s'aperçoit qu'il y a peu de choses qui ont été filmées sur ce qui devrait être dit. Et c'est un film qui parle aussi de ce qui va être dit et ce qui va être filmé. Plus rien ne sera comme avant. Et ce qui est assez fascinant, c'est que ces deux personnages atypiques se sont rencontrés autour d'une envie d'un désir de fabrication d'images.
Il y a d'un côté Carole Roussopoulos qui... il y a une anecdote extraordinaire d'ailleurs, c'est quand j'aimerais bien que vous la racontiez, enfin, quand elle se fait virer injustement, d'ailleurs elle le dit, j'aime bien, elle utilise le mot de manière injustifiée, de Vogue, et elle se retrouve donc avec un chèque de licenciement et au cours d'une rencontre avec Jean Genet, il lui dit avec ce chèque-là tu vas être libre, et c'est comme ça qu'elle achète une caméra vidéo. On est en 68, 69 je crois, et la première a été achetée par Jean-Luc Godard, la seconde par Carole Ossopoulos, puis ensuite elle monte une espèce d'atelier comme ça de formation à l'image, de création d'images vidéo, et il se passe quelque chose. C'est ça. Donc, effectivement, elle achète une des premières caméras Sony portables. Donc, Madame Sony, comme elle dit. Elle a dit que c'était Monsieur et Madame Sony qui avaient inventé cet outil pour donner la parole aux gens directement concernés. Et c'est vrai que finalement, à la base, cette caméra, elle était plutôt destinée à un public familial, à des mères, en fait, qui filmeraient leurs vacances, des mères de familles bourgeoises, des mères au foyer. Et en fait, c'est pas du tout, c'est un usage très politique qui se fait de cette caméra. Et donc, assez tôt, elle commence à filmer des luttes. Donc, par exemple, les Palestiniens en Cisjordanie, c'est son premier film qu'elle fait. Les archives, aujourd'hui, sont introuvables. On en trouve un petit extrait dans son film unique. Donc, elle va filmer comme ça différentes luttes. Après, dans un deuxième temps, les luttes féministes, parce qu'elle va faire la connaissance des féministes du MLF en montant un film sur le phare, le Fonds homosexuel d'action révolutionnaire. Et donc, c'est là qu'elle fait la connaissance de femmes du MLF. Elle commence à donner donc, des cours vidéo chez elle, dans le 14e. Et un jour, Delphine Seyrig frappe à la porte avec une amie à elle, Johanna Vidar. Et en fait, elles veulent apprendre à filmer avec cette caméra. Et Carole, en fait, la reconnaît pas. Elle ne sait pas qui est cette actrice. Carole, il faut savoir qu'elle est suisse, elle a grandi en Suisse. À 19 ans, elle quitte cet univers très, très fermé où elle n'était pas du tout cinéphile. Enfin, elle savait pas très bien ce qu'elle allait faire dans sa vie. Donc, elle travaillait à Vogue. Elle est virée de manière tout à fait injustifiée. Et donc, elle n'avait pas cette culture cinématographique, mais c'était aussi une chance. Elle dit dans cet entretien qui est dans Delphine et Carole, parce qu'elle ne se sentait pas du tout impressionnée, ou toutes les autres stagiaires du groupe, parce qu'elle donnait ses cours que à des femmes, étaient complètement hallucinées de voir débarquer Delphine Seyrig qui incarnait cette chose, quoi. Et donc, il y a une vraie rencontre qui s'est faite, et elles ont commencé à travailler ensemble, à faire des bandes vidéo ensemble. Donc, Mazo et Miso vont en bateau. C'est une petite... ça fait écho à Rivette. Exactement. Un détournement d'une émission de télévision de Bernard Pivot, qui était quand même extrêmement ironique et misogyne. Scum Manifesto. Enfin bon, toute une série comme ça de films, de bandes vidéo qu'elles vont réaliser ensemble. Et elles vont même fonder ensemble, après, dans les années 80, un centre d'archivage de toutes ces réalisations de femmes, et pour valoriser et diffuser ce travail vidéo de femmes. Donc, c'est vrai que c'était une amitié très créatrice et politique, et c'est aussi ça que je voulais montrer dans Delphine et Carole. Une amitié, mais qui sont vraiment dans un engagement, quoi. Je pense qu'elles se voyaient surtout pour créer, pour lutter, avec aussi un avenir. Mais quand vous commencez à travailler sur ce projet, est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous constatez que le travail qui a été effectué par Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos, est-ce que c'était un travail qui était... il était unanimement reconnu, certes, mais est-ce qu'il était connu du grand public? Je me suis posé cette question quand je regardais le film. Étant moi dans ce milieu depuis plus de 20 ans, donc je vois qui est Delphine, je vois qui est Carole. Mais pour le grand public, est-ce que les travaux qu'elles ont fait ensemble, est-ce que c'était des projets qui étaient assez connus du grand public quand vous avez commencé à travailler sur ce projet? Par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, plus quand même. Je pense qu'il y a quand même ce centre audiovisuel Simone de Beauvoir qu'elles avaient créé en 80, qui existe encore, et qui diffuse leurs films dans des festivals, dans des
peut-être des espaces aussi plus féministes, plus intimistes, plus d'initiés, disons, qui connaissent déjà. Et puis en fait, au moment où j'ai commencé à réaliser le film, il me semble que c'était à peu près au même moment que se mettaient en place aussi deux grandes expositions sur Delphine Seyrig qui ont eu lieu au LAM et au Reina Sofia et qui réunissaient le travail vidéo de Delphine Seyrig et des collectifs féministes de l'époque. Donc, et puis je pense qu'aussi avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, avec, disons, enfin, pas une valorisation, mais disons que je pense que les revendications féministes sont un peu plus écoutées depuis, disons, 4 ans, quoi. Je pense que c'est pas pour rien aussi que le film aujourd'hui a pu sortir dans des bonnes conditions, a trouvé aussi un intérêt et une réception, quoi. Et que leurs travaux, du coup, à travers ce film d'archives, sont vus et peut-être... ensuite, à l'époque, les films étaient quand même diffusés, les bandes vidéo, parce qu'on n'appelait pas ça des films, hein, c'était vraiment... D'ailleurs, elles les montraient sur des moniteurs vidéo. Et elles avaient des techniques assez créatives de montrer leurs films, par exemple, soit dans des milieux féministes, militants, mais aussi le cinéma L'Entrepôt, par exemple, à Paris, avait montré, c'était Frédéric Mitterrand à l'époque qui le tenait, bon, mais en tout cas, il les avait défendus, et il avait montré le film pendant plusieurs semaines, et Françoise Giroud, qui était dans cette émission, pas elle, mais un membre, une secrétaire, ou je ne sais pas, était allée voir s'était rendue à L'Entrepôt pour essayer de voir si c'était possible de retirer le film, parce qu'évidemment, ça l'embarrassait. Et les films aussi ont circulé. Elles avaient un système qu'elles appelaient la vidéo brouette. Et je trouve ça génial. Génial. C'est extraordinaire. Elle partait dans des villages et puis elle montrait. Donc c'était avec Julie Dassin et Brigitte Fontaine. Qui d'abord s'arrêtaient dans des places de village. Elles ouvraient le capot de la voiture, elles plaçaient un moniteur télé. Ensuite, elles demandaient à un commerce si c'était possible de brancher la télé. Voilà. Elles attiraient un peu les villageois en faisant de la musique. Et quand il y avait suffisamment de monde, elles commençaient à montrer des bandes vidéo qui pouvaient traiter il n'y a qu'à pas baiser sur la contraception et l'avortement. Le phare sur des revendications homosexuelles, enfin voilà, des choses, je pense des images aussi et des voix qui étaient peut-être pas entendues tellement partout en France, et c'était aussi une manière de rendre accessible de manière un peu bricolée leur travail, quoi. Donc il y avait plusieurs réseaux comme ça, mais c'est vrai que je pense que pendant longtemps, c'est quand même, on ne peut pas dire que leurs travaux vidéo aient été connus du grand public. Et j'espère je pense que c'est en train de changer un peu, mais il y a encore beaucoup de travail de restauration. On voit bien que c'est des bandes vidéo qui sont quand même très fragiles, elles ne sont pas toujours restaurées, et il y a tout un travail de valorisation, de restauration et de diffusion, quoi, à faire. Il y a un côté cinéma itinérant, c'est très très intéressant ce que vous évoquiez, et c'est vraiment, on revient à l'origine même du cinéma à la base. Donc c'est fascinant, je trouve. Mais il y a encore quelque chose qui est encore beaucoup plus fascinant, c'est quand moi pour le coup c'est 2021, c'était pas 2019, mais quand on découvre votre film en 2021, on peut pas ne pas adapter le système du rétroviseur, c'est-à-dire voir un peu ce qui s'est passé derrière pour essayer de comprendre ensuite comment ça peut se passer aujourd'hui et comment ça va se passer plus tard. C'est fascinant de voir des images, c'est fascinant de voir que finalement le cinéma a joué un rôle très important et a joué son rôle, surtout dans cette période-là, c'est-à-dire qu'il a fabriqué, ou elle a fabriqué, ça dépend, des images, et des images qui témoignent de quelque chose. Et c'est très important d'aller voir ces images. Et quand je vois votre film, je vois que les images existent. Et ce qui est encore plus beau dans tout cela, c'est que ces images existent, certes, mais elles ne sont pas mises dans le film par hasard. Il y a un travail aussi, une idée de montage. Et là, c'est là où vous êtes, c'est là où vous apparaissez. Et je trouve ça juste extraordinaire. J'aime beaucoup cette thématique dans le cinéma, quand une personne questionne sa société, se questionne aussi en utilisant les images des autres. Mais là, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant parce que ce sont des images qui sont
pardonnez-moi de revenir encore sur cette filiation-là, mais ce sont des images qui sont pas anodines, c'est des images faites par Carole Soplos, qui est votre grand-mère. Donc là, je me dis, en tout cas, quand je voyais le film, je disais comment elle fait pour gérer tout cela. Et donc, je vous pose la question, comment avez-vous fait pour gérer tout cela? Je pense qu'au début, c'était un peu vertigineux. Et en fait, j'y suis allée vraiment petit à petit. Je pense que faut aussi, je ne sais pas si c'est quand même présenté au tout début, dans le générique, au début du film. Le point de départ de ce projet, c'était quand même une maquette que Carole Roussopoulos avait initiée à peu près 1 an avant son décès. Elle voulait faire un film sur Delphine Seyrig. Et donc, elle avait un montage qui était un montage un peu pirate de plein d'archives qu'elle avait trouvées, d'archives cinéma, d'archives télé. Et elle voulait que Delphine se raconte elle-même, donc à travers des extraits où elle apparaissait en tant qu'actrice, en tant que réalisatrice. Et donc, disons, le point de départ, j'avais quand même, pour commencer ce projet, puisque l'idée, c'était donc de le mener à bout, mais assez vite, on s'est rendu compte que c'était pas possible de terminer le projet de quelqu'un qui n'est plus là, donc il fallait que ce soit autre chose. Et j'ai découvert des interviews de Carole Roussopoulos inédites, un entretien de 12 heures avec énormément d'informations, plusieurs entretiens comme ça qui m'ont tout à coup qui m'ont révélé une chose qui était déjà présente dans la maquette de Delphine Seyrig, et c'était que, en fait, c'était pas Delphine qui se racontait elle-même, c'était bien Carole qui racontait Delphine à travers son regard, elle, de réalisatrice et en tant qu'amie, et que le film que moi j'allais développer, ce serait davantage Delphine et Carole, et pas juste Delphine. Donc je pense que le fait, quand même, qu'il y avait cette maquette qui existait déjà, disons que je partais pas dans un terrain, le champ des possibles était très très grand, mais il y avait quand même cette chose, et voilà. Puis après, j'y suis allée petit à petit, en découvrant, en regardant toutes leurs archives, en voyant. Pour moi, c'était très important que ce soit pas une sorte de bouillon d'archives. Il fallait que ça raconte une histoire, il fallait qu'il y ait un fil, que ce soit tendu. Voilà, c'est un film, donc il y a quand même quelque chose qui nous porte du début à la fin. Et donc, il fallait tisser comme ça des liens entre ces femmes, leur lutte, entre la vidéo et le cinéma, qui était quand même à l'époque vraiment assez opposé, quoi, entre la vidéo et la télévision aussi. Et donc, petit à petit, avec la monteuse Josiane Zardoya, on a réussi à essayer de raconter aussi l'histoire que je voulais raconter progressivement. Mais c'est vrai que le montage, il y a eu plein d'étapes. D'abord, c'était peut-être plus Delphine Seyrig. Ensuite, c'est devenu Delphine par Carole. Et à la fin, il y a eu un moment où on a fait une pause. Et ça m'a permis aussi d'avoir une certaine distance. Et à la fin, c'était vraiment Delphine et Carole. Et je donne souvent cette métaphore, mais parce que je pense qu'elle reflète assez bien finalement le film. C'est comme s'il y avait 2 cercles colorés. Il y a un cercle coloré qui est Carole et l'autre qui est Delphine Seyrig. Et le film, c'était la zone en fait où les 2 cercles se regroupent. Il y a une autre couleur. Et donc finalement, le champ des possibles était tellement grand que je ne pouvais pas tout raconter. Et ce film, c'est une porte d'entrée dans cette histoire très spécifique. Et donc tout ce qui s'éloignait de ce cercle, finalement, il fallait le sortir. Et il fallait rester dans cette histoire à elles deux, les luttes qu'elles ont pu mener plus ou moins ensemble. Parfois, c'est par exemple Carole Roussopoulos, c'est elle-même toute seule qui allait filmer les travailleuses, les prostituées de Lyon. Elle s'appelait comme ça à l'époque, aujourd'hui on dit travailleuses du sexe, mais qui avait occupé une église, par exemple. Incroyable ça. C'est une parole incroyable. Moi, c'est un film que je trouve vraiment, c'est une bande vidéo incroyable. C'est très très rare aussi d'entendre la parole de ces femmes. Et donc, pour moi, c'était important qu'il y ait plusieurs extraits, qu'il y ait un montage de ce film. Mis en contrepoint avec l'engagement de Delphine Seyrig, qui n'était pas présente sur le tournage des prostituées de Lyon Parle, mais qui avait soutenu cette cause quelques mois plus tard, pendant le congrès, je ne sais plus c'était quoi exactement l'appellation, le congrès des prostituées, qui en fait se réunissaient à Paris pour défendre leurs droits de citoyennes, et qui avait filmé ça. Voilà, donc c'est des luttes qui n'étaient pas forcément, qui pouvaient être en parallèle, dans différentes temporalités. Mais ce qui est beau dans un film, c'est qu'on peut justement créer une sorte de déconnexion des liens entre les gens, entre les luttes, qui sont peut-être moins évidentes. Enfin, c'est un travail
dans les archives, en fait. Et ça, c'était fascinant. Et aussi fascinant, je trouve, de ce travail de recherche. Et après, comment, moi, ce que j'adore avec le montage d'archives, c'est que déjà, il y a un vrai enjeu, parce qu'on raconte une histoire à partir de choses qui existent, à partir d'images qui ne sont pas les nôtres. Donc, je pense que s'il y a une grande, pas une indulgence, mais par exemple, je me lasse jamais de ces images. Je peux regarder, j'ai pu passer des heures de montage, je peux le regarder encore le film. Je pense qu'il y a un rapport aussi, peut-être parce que c'est aussi des images parfois de ma grand-mère, je ne sais pas, de Carole Roussopoulos, quelque chose, j'ai un lien très fort avec ces images qui sont effectivement des luttes d'autres femmes, qui ne sont pas forcément mes luttes en tant que, c'est-à-dire que je ne suis pas travailleuse du sexe déjà, mais je m'identifie, il y a des paroles très très fortes, il y a une émotion, et je trouve que c'est ce que vous disiez au début, c'est-à-dire que c'est aussi raconter ce qu'on vit, raconter ce que d'autres vivent à travers la parole d'autres personnes encore, et de créer des liens entre toutes ces femmes et toutes leurs luttes, parce qu'il y a les luttes ouvrières aussi qui sont présentes, les luttes de LIP avec Monique Piton. Il y a tellement de phares qui est d'une radicalité, et je trouve que avec des slogans comme les hétéroflics, les phallocrates, c'est tout un langage aussi post-68 qui n'est pas tout à fait le même qu'aujourd'hui, mais on dirait qu'il y a presque que ça semble très loin à cause de l'image aussi vidéo, et en même temps il y a une modernité dans la manière dont les gens luttent, dont ils emploient, ils sont très très radicaux, l'humour est très présent, et je trouve que ça donne des ressources en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est coupé, qui est en rupture. À travers ce film, j'avais envie aussi de créer des ponts entre ce qui se vivait à l'époque. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose, mais je pense qu'on peut aussi puiser dans l'histoire, et aussi dans la manière dont ces femmes et ces hommes ont lutté, parce que ça informe sur ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a quelque chose d'assez incroyable aussi dans ce film qui peut aussi être comparé, peut-être, je ne sais pas. Ce sont des véritables documentaires, hein. Ce ne sont pas des reportages, ce sont des documentaires, ouais. C'est-à-dire que il y a vraiment des questions de cinéma qui sont posées. Quand on voit les quelques images d'archives que vous intégrez dans votre film, ce qui est assez troublant, c'est de s'apercevoir que cette caméra, la caméra de Carole, elle est tellement vivante qu'on comprend en fait très vite que ce ne sont pas des films sur, mais ce sont des films avec. Et c'est ça qui est passionnant. Complètement. Et donc, cette modernité que vous évoquiez fait en sorte que ces films ne vieillissent pas. Ils sont complètement intemporels. Aujourd'hui, on filme différemment, on filme autrement. C'est toujours avec, certes, mais c'est vrai que la caméra n'est pas vraiment... Comment dire, elle est toujours vivante, mais elle est différente, c'est vrai. Et moi, je me suis toujours posé la question, comment, dans les années 60 et surtout les années 70, il y avait comme cela ce mouvement très fort de la caméra qui ne restait pas statique, qui bougeait tout le temps, et cette capacité d'enregistrer la parole. Votre film aurait pu s'appeler Parole, c'était exactement ça. Et c'est pas une question que je vous pose, c'est vraiment une sensation que j'ai eue en voyant ce film et en voyant les films dans votre film. Ouais, je pense que c'est lié à plusieurs choses. Carole a dit que déjà, je pense que c'est lié au médium de la vidéo. Et déjà, c'est-à-dire que le fait que ce soit un nouveau médium, que contrairement à la pellicule, ça coûtait pas très cher, les bandes vidéo. Donc en fait, on pouvait filmer beaucoup plus longtemps, sans couper la parole, sans être dans une dimension aussi comme le collectif vidéo qu'elle a fondé au début avec quelques autres qui s'appelait Vidéo Out. C'est vraiment développé en opposition à la télévision qui avait pour vocation de représenter les gens, et tandis que la vidéo, c'était l'idée qu'il n'y a pas de médium qui peut représenter. Par contre, on peut donner la parole et chacun peut se représenter et chacun fait partie peut-être de groupes et de minorités, mais c'est chacun parle pour soi et depuis son expérience. Et je pense que ça, c'est vrai que je pense que c'était un peu au fondement de la vidéo. Et ensuite, il y a Carole, évidemment, et on voit bien la manière dont elle filme et dont elle, je pense que c'est vrai qu'elle n'a pas peur de se rapprocher, mais en même temps, elle n'est jamais dans une forme d'intrusion, elle est toujours avec l'autre. Et puis, je pense qu'elle établit une relation de confiance assez claire. Et c'est fort aussi ce qu'elle raconte dans le film Les prostituées de Lyon parlent, par exemple, parce que là, pour le coup,
Évidemment qu'au début, elles étaient un peu méfiantes parce que voilà, bon, évidemment, elles avaient très peu la parole. La télévision les représentait toujours très mal, avec une vision assez stigmatisante. Donc, quand Carole débarque avec sa caméra et qu'elle leur dit, j'ai envie de, voilà, est-ce qu'on peut se filmer, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose? Au début, elles sont un peu méfiantes, donc finalement, elles acceptent. Parce que comme elles sont coincées dans enfin, pas coincées, elles décident d'occuper cette église, elles ne peuvent pas en sortir. Et donc, finalement, leurs paroles restent entre les murs de l'église. Et c'est là qu'on voit que la vidéo, ce n'est pas uniquement un outil pour documenter les luttes, mais c'est aussi un outil d'action qui fait partie des luttes. C'est que Carole va les filmer, va leur montrer toutes les images le matin. Ensemble, elles vont décider de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Et l'après-midi, elles mettent en place, Carole et un groupe de militants de Lyon, des téléviseurs. Ils sont à l'extérieur de l'église, quelques téléviseurs avec un son fort. Et comme ça, les passants peuvent entendre la parole de ces femmes et leurs revendications et le fait qu'elles sont harcelées par la police, qu'elles ont des PV incessants, qu'elles payent des impôts. Sans ça, personne n'aurait pu entendre la parole de ces femmes. Et Carole disait d'ailleurs qu'il y avait 2 types de bandes vidéo. Il y avait les bandes vidéo à chaud et les bandes vidéo à froid. Et ça, c'est un exemple de bande vidéo à chaud, parce qu'en fait, elle montre directement, il n'y a pas de montage. Et dans un deuxième temps, elle a réalisé donc une bande vidéo à froid, qui était un montage d'images de ces femmes à l'intérieur, des passants qui regardent les images. Et voilà, et puis je pense que ça se sent dans les films, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas des films sur les gens, mais c'est vraiment des films pour... Elle est elle-même participante et partie prenante des manifestations, de ces luttes, quoi. À travers sa caméra. D'ailleurs, elle disait que comme elle ne savait pas écrire, la caméra, c'était un peu son outil à elle, un peu en tant qu'écrivaine publique, quoi. C'est sa manière de donner la parole. Enfin, donner la parole, ça fait très paternaliste. Je ne pense pas que c'était exactement ça, mais de collaborer avec quelqu'un pour qu'il se fasse ou qu'elle se fasse entendre, quoi. C'est vrai que souvent elle dit elle disait qu'elle n'était pas cinéphile, enfin elle est devenue, mais c'est pas très grave tout ça, et surtout qu'elle n'était pas intellectuelle. Mais je suis désolé, je veux dire, quand on voit ces quelques films, quand on voit comment elle enregistre ce réel, comment elle adoucit la parole des autres, ce sont quand même des idées de cinéma, et je pense qu'on est tous des intellectuels, tous, et bon, je pense que, en tout cas, elle n'était pas, comment dire, elle savait qu'elle était aussi intellectuelle. C'est vrai que c'est malheureusement galvaudé ce mot, mais il y a quelque chose. Il y a un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est fascinant, qui dure plus de 3 heures. C'est un film qui est uniquement composé d'images, d'archives provenant de la télévision roumaine, et on suit Nicolae Ceausescu de son début de règne jusqu'à sa fin tragique. Et c'est un film documentaire où il n'y a que des images d'archives qui proviennent de la télé. Donc, ce sont des images de propagande. Et ces images de propagande sont tellement ridicules à souhait qu'on n'a même pas besoin d'avoir une explication de l'auteur, qu'on comprend parfaitement ce qu'a été ce pays, ce qu'a été ce Nicolae Ceausescu, quelles étaient ses idées, en voyant des images de propagande. Hein. Et donc, quand je découvrais votre film, il y avait aussi cette façon de travailler sur le rythme qui permettait à n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas du tout passionné par le cinéma, même quelqu'un qui serait contre ces idées-là de féminisme, de choses, et bon, on est quand même sensible à cela, à ce rythme-là. Et c'est ça que je trouve très fort. Il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible. C'est un truc qu'on ne peut pas décrire. C'est quelque chose. C'est dans l'air du temps. Mais il y a un rythme dans votre film. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le démontage qui fait que ça passe crème. Voilà. Si je devais être grossier, je dirais ça passe crème. Je pense que c'est la manière dont elle filme, parce qu'en plus, moi, c'est ce que j'aime aussi dans leurs films, c'est qu'il c'est pas des images qui sont juste purement idéologiques. Elles rendent je trouve que Carole et Delphine, quand elles filment ces femmes, elles les portent en fait. Et je pense que n'importe qui peut être sensible à ce qu'elles disent, toutes ces personnes qui luttent. C'est pas, il n'y a pas de message forcé. On voit une situation, on entend l'histoire de ces gens, et après, à chacun donc déjà, dans le matériau en lui-même, c'était présent.
Ensuite, dans le montage, moi, j'ai essayé aussi de conserver ça et de le mettre aussi. Et puis, je pense que c'est aussi le fait qu'elles sont elles-mêmes, le fait qu'elles ne soient pas intellectuelles, effectivement, je pense que c'est un peu. Elles disent ça parce qu'elles s'associent le côté intellectuel à peut-être une figure du penseur, ou je sais pas, je pense qu'elles étaient toutes les deux très intelligentes, loin d'être. Enfin, voilà, elles étaient intelligentes donc, et très intuitives. Donc peut-être qu'elle ne théorisait pas toutes ces choses sur l'éthique, de comment filmer, de comment se tenir, comment Placer sa caméra, là, réfléchir. comment. C'était pas quelque chose qui était intellectualisé, mais c'est quelque chose qui était ressenti et qui du coup, il y a une intelligence intuitive qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir étudié tous ces grands concepts et préceptes sociologiques pour pouvoir porter la parole de quelqu'un. Et je pense que et puis, il y a une certaine humilité aussi. Moi, c'est ce que j'ai trouvé super fort quand j'ai découvert beaucoup d'interviews de Delphine Seyrig et aussi de Carole Roussopoulos, c'est que elles sont, en fait, elles sont hyper, elles sont humbles. C'est des femmes voilà, qui ont une vraie colère véritable, qui ont envie de faire bouger les choses et qui sont vraiment dans la rencontre avec l'autre. Et ça, je pense que ça se sent. On voit qu'elles sont vraies, quoi, qu'elles font pas semblant d'être quelque chose qu'elles ne sont pas. Et ça les rend aussi très sympathiques, quoi. Et je pense qu'on entend mieux les messages aussi quand c'est des gens comme ça qui les portent et qui sont pas donneurs de leçons ou dans des postures intellectuelles qui peuvent parfois faire un peu peur aussi, par exemple, sur des. Je pense qu'on n'a pas besoin de connaître tous les principes et les termes des études de genre ou du postcolonialisme pour s'intéresser et être en colère, en fait. Et ça, je trouve que c'est assez rafraîchissant aussi de les entendre parler et de voir ce qu'elles font. Dernière question, juste je rappelle donc Delphine et Carole Insoumise, le film est disponible sur Arte TV jusqu'au 10 juin, donc vous avez largement le temps et le lien est dans le descriptif de cette page YouTube. Dernière question, quand on voit le film, on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser un petit peu à ce qu'on vit aujourd'hui et quand on voit ce film, et ce qu'on voit aujourd'hui, et je parle là surtout en matière de cinéma. C'est à savoir comment le cinéma aujourd'hui questionne tout cela. Et je me dis que c'est pas encore gagné, j'ai l'impression. Et c'est pas encore gagné parce que on a tendance parfois, et vous ne tombez pas là-dedans, c'est pour cela que je pense que ce film est très fort, c'est qu'on a tendance parfois à vouloir effectivement pointer du doigt des problématiques importantes, et il faut le faire. C'est parce que souvent on a tendance à se complaire dans une espèce de facilité en disant oui, mais ça c'est pas très grave, ce qu'on appelle le fascisme ordinaire, le racisme ordinaire, tout ça, l'antiféminisme ordinaire, tout ça. Mais j'ai l'impression que très souvent on n'utilise pas tellement bien le langage cinématographique parce qu'on veut plus faire de la politique que du cinéma, et ça donne au film malheureusement un côté figé qui ne donne pas au spectateur l'envie, le désir de réfléchir. Et donc, alors, effectivement, on est encore mal barré sur le côté sociétal et politique au quotidien, ça, c'est pas besoin de le dire. Et encore, il y a eu quand même des avancées, c'est intéressant, important, surtout sur le rapport à la femme, le féminisme, tout ça. Mais au niveau du cinéma, j'aurais bien voulu avoir votre avis là-dessus. J'ai cette impression qu'il y a cette fameuse phrase horrible et galvaudée, on ne fait pas de bons films avec de bons sentiments. C'est un peu vrai en même temps. Mais votre film dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui a été fait, et voilà moi comment je veux aussi faire les choses, tout en restant dans le noyau cinématographique. Et c'est ça qui est fort, j'ai l'impression, je trouve. Je pense que ça rejoint un petit peu cette idée que je pense que Carole Roussopoulos, dans la décennie des années 70, et Delphine Seyrig aussi, par rapport à la matière même du film, hein, donc les extraits que j'ai choisis, elles ont une manière de filmer qui est avant tout dans l'émotion et dans une recherche cinématographique aussi qui est un peu intuitive. Je pense que c'est pas qu'elles ont réfléchi, comme on se disait, à des mises en scène, mais c'est une pratique militante, mais aussi poétique et créatrice. Et ça, c'est très, très clair, par exemple, dans Mazzoni en bateau, dans Scum Manifesto, et même dans toutes les bandes vidéo des années 70. Il y a cet engagement féministe, mais il y a aussi, c'est pas la volonté de prendre les gens par la main et d'être plein de bons sentiments. Il y a plein de contradictions aussi, et ça, c'est très fort.
Donc moi, évidemment, dans Delphine et Carole, bah, j'avais envie de transmettre ça. L'idée, c'était pas du tout de tout raconter, d'en raconter quelque chose d'informatif sur quels ont été les luttes des années 70. C'est absolument pas exhaustif. Moi, j'ai parlé de ce qui, moi, me touchait en tant que réalisatrice et je voulais, bah, dans le montage, euh, que, que finalement, toutes ces... Enfin, c'est avant tout une histoire de montage et d'histoire. D'histoire avec un H, mais c'est aussi de raconter une histoire. Et j'ai pris, moi, vachement de plaisir justement à monter avec les archives parce que ce que je trouve fort, c'est que la confrontation de deux images d'archives, ou même d'une image cinéma et d'une image d'archive, raconte tout à coup autre chose. C'est-à-dire que ça va vraiment, comme dans n'importe quel montage, mais informer ce qui vient après et ce qui vient avant. Et ça, c'est un outil créatif génial. Et même si c'est des traces d'une histoire passée, de quelque chose de soi-disant réel, même si bon, je pense que tout document voilà, est un regard, bah, y a vraiment une part aussi d'imaginaire, quoi. Moi, je vois ces images, mais je me raconte aussi des histoires, je me raconte, ça m'évoque des choses par rapport à ce que je vis aussi, ce que d'autres personnes que je connais vivent, mais c'est aussi, il y a une part je pense, de poésie où on peut aussi se projeter. Et du coup, moi, j'ai pris pas mal de plaisir aussi et des libertés à, à faire se confronter, bah, je sais pas, une image du phare où tu as cette jeune femme qui a des propos très secs sur ce que c'est, sur il faut mettre fin à la famille, l'héritage avec nous c'est foutu, il n'y en a plus, les hétéroflics, et que la seule position révolutionnaire aujourd'hui, la seule position possible, c'est une position révolutionnaire. Et j'avais vu ce film avec Delphine Seyrig où elle incarne cette vampire qui est d'une élégance et qui tricote avec ces images magnifiques qui contrastent complètement avec la vidéo pauvre de la enfin, l'image pauvre de la vidéo, cette image cinéma et voilà et cette parole de femme qui est voilà très féministe, très un peu sèche, très idéologique. En contrepoint, il y a cette image sublime de cinéma, de Delphine Seyrig en train de tricoter, complètement apprêtée avec cet idéal de féminité. Et je trouve que voilà, c'est aussi raconter des choses et faire que cette image de la grande actrice, de la vampire, complètement de cet idéal un peu féminin, tout à coup, il veut dire autre chose aussi avec cette femme qui raconte ces revendications-là. Et je trouve que moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup monter avec les archives, c'est que voilà, il y a toute une part aussi de poésie et d'imaginaire qui est rendue possible. Deux images qui se parlent, des traces silencieuses, c'est exactement ça. Delphine et Carole, Insoumise, c'est jusqu'au 10 juin, il faut aller voir ce film. Je crois qu'après, je pense qu'il sera disponible aussi sur le compte YouTube d'Arte, je crois. En tout cas, c'est ce que Arte fait souvent. Mais en tout cas, Arte TV, Delphine et Carole, Insoumise. Merci beaucoup, Callisto McNulty, d'avoir été là. On a enregistré l'émission à 9h du matin, voilà. Comme ça, vous saurez qu'elle est très courageuse. Pour parler de cinéma, en tout cas, et ça fait plus de 2 ans que vous en parlez de ce film, donc ça aussi, je vous remercie d'avoir vraiment pris le temps de nouveau pour parler de ça avec moi, pardon. Voilà, donc merci beaucoup et j'imagine qu'on va se retrouver très vite pour un autre film ou un autre projet, mais en tout cas, on le souhaite ardemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.